Salam alaikum az-Zulflaoun, bonsoir. 37 années se sont écoulées déjà depuis l'assassinat à Paris de l'opposant politique algérien Halim Sili. Halim Sili s'est engagé très tôt dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Doué d'une intelligence brillante, d'un esprit vif, d'une extraordinaire capacité d'analyse, il connut une ascension fulgurante en accédant rapidement au grade de lieutenant dans les services de renseignement de l'armée de libération nationale. Après l'indépendance, il s'oppose au coup d'État mené par Boumedienne et Ben Bella contre le GPRA et les institutions de la révolution algérienne. Rapidement, il rejoint Aït Ahmed et participe à la création du premier parti politique dans l'histoire de l'opposition dans l'histoire algérienne, le FFS, en date du 29 septembre 1963. Le 17 octobre 1964, il est arrêté par l'armée de Boumedienne et transféré à la prison militaire d'Oran. Libéré le 1er novembre 1965, il prend la route de l'exil dès le début de l'année suivante. Homme d'éthique, de dialogue, Halim Sili était doté d'une vision stratégique exceptionnelle. Il a formé de nombreux militants à la culture démocratique et a été à l'initiative de plusieurs projets, notamment la création de la première Ligue de défense des droits de l'homme en Algérie. En 1973, Halim Sili devient avocat et s'installe à Paris. Il consacre une bonne partie de son temps à défendre les exilés politiques de toute origine, les sans-papiers, les travailleurs immigrés, les réfugiés politiques. Il a été le principal artisan des accords de Londres conclus entre Aït Ahmed et Ben Bella. Partisan de l'alternative démocratique au régime de dictature, il a œuvré avec finesse à faire transcender les chefs politiques de l'opposition des calculs et des faux clivages idéologiques. Il disait que face à la dictature, nous avons besoin d'unir nos forces, non pas sur les dogmes et les considérations idéologiques, mais sur les impératifs démocratiques et le nécessaire alternative à la dictature du pouvoir et aux catastrophes qui en découleront. 62 ans après l'indépendance de l'Algérie, les assassinats politiques dont étaient victimes de nombreux leaders de la guerre de libération nationale restent encore un tabou qui ne sera pas brisé de sitôt. La vérité sur ces actes ignobles qui ont permis l'élimination physique d'un certain nombre d'adversaires politiques aux tenants du pouvoir ne sera peut-être pas connue. De Abban Ramadan, l'architecte de la révolution assassiné en décembre 1957 dans une ferme isolée entre Tétouan et Tanger au Maroc. Mohamed Cha'bani, chef de la région 3 de la wilaya 6, une cour martiale est spécialement créée par Ben Bella le 28 juillet 64. Le colonel Cha'bani est jugé le 2 septembre 64, condamné à mort et exécuté le 3 septembre 1964. Mohamed Khidr, l'ancien secrétaire général et trésorier du FLN, à la suite de divergences apparues en 63 avec Ben Bella. Il est contraint à l'exil. Le 3 janvier 1967, Mohamed Khidr est assassiné à Madrid, en Espagne. Dans la course au pouvoir qui suit le cessez-le-feu en 62, Karim Belkacem s'oppose à Ben Bella et à l'état-major général. Après le coup d'État du 19 juin 65, il repasse dans l'opposition. Il est condamné à mort par contumace. Commence alors un exil amer. Le 18 octobre 1970, on le retrouve étranglé par sa cravate dans une chambre d'hôtel à Francfort, en Allemagne. Mohamed Boudiaf, rappelé en Algérie en janvier 1992, en pleine crise politique, à la tête de l'État, en tant que président du Haut Comité d'État. Souhaitant une Algérie démocratique tournée vers la modernité, il disait vouloir mettre fin à la corruption qui gangrenait l'État. Mohamed Boudiaf est assassiné 5 mois plus tard, le 29 juin 1992, lors d'une conférence des cadres qu'il tenait dans la ville de Annaba. Qasdi Merbah devient chef du gouvernement du 5 novembre 1988 au 9 septembre 1989. Avant d'être limogé, puis fondé son propre parti, le Mouvement algérien pour la justice et le développement, MEJD, et de se montrer très critique vis-à-vis du régime, œuvrant pour un rapprochement entre les islamistes et le pouvoir. Le 21 août 1993, à Borj el-Bahri, il est assassiné en compagnie de son fils, son chauffeur, son frère Abdelaziz et son garde du corps Abdelaziz Nasri. L'assassinat de Lounès Ma'toub le 25 juin 1998 devant son épouse et ses 2 belles-sœurs, pas très loin de chez lui. Et l'assassinat d'Abdelkader Hachani, numéro 3 du Front islamique du Salut, le 22 novembre 1999, dans la salle d'attente d'un cabinet dentaire,
en plein centre d'Alger. Le 7 avril 1987, Halim Sili est assassiné de 3 balles tirées à bout portant dans l'entrée de son domicile à Paris. Halim Sili faisait partie des rares personnes qui s'opposaient haut et fort contre le régime algérien à cette époque. Se sachant menacé, il a écrit ces lignes. « J'aurais pu mourir hier sous les balles des soldats de la colonisation. Je meurs aujourd'hui sous des balles algériennes dans un pays que l'ironie de l'histoire a voulu que je connaisse après l'avoir combattu les armes à la main. Je meurs sous des balles algériennes pour avoir aimé l'Algérie. » L'assassinat de Halim Sili et les assassinats politiques en Algérie. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Maître Issa Rahmoun, avocat, vice-président de la FID, la Fédération internationale pour les droits humains. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Maître Issa Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Sénateur, merci pour l'invitation et mes salutations aux téléspectateurs, nos concitoyens algériens et algériens. Merci beaucoup, Maître Issa Rahmoun. On a le plaisir aussi d'accueillir Lias Djbaili, ingénieur économiste, militant politique. Il est avec nous aussi depuis Paris, via Skype. Lias Djbaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Ah, on ne vous entend pas, Lias. Ah, vous avez peut-être enlevé le son, non, Lias Djbaili? C'est pas grave, on va essayer de régler ça très rapidement avec nos amis de la régie. On aura aussi Dr Mohamed Lamine Chiban, médecin militant politique. Il sera avec nous depuis Chorfa, dans la région de l'Bouira. Il sera avec nous par téléphone. Maître Issa Rahmoun, après l'assassinat de Maître Halim Sili, Rabbi Rahmou, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet assassinat, Maître Issa Rahmoun, mais aussi sur les assassinats politiques en Algérie? Issa Rahmoun. Écoutez, Sénateur, l'assassinat de Maître Ali André Messili s'ajoute à ce lot d'assassinats d'opposants algériens, d'hommes politiques, de journalistes, d'écrivains, de cadres associatifs, d'artistes. Et par l'assassinat de Halim Sili en 87, le 7 avril 1987, le message est clair. Le message était clair pour l'opposition algérienne établie dans la diaspora. Le message était clair dans le sens où, à travers l'assassinat de feu Maître Ali André Messili, ce n'est pas seulement l'assassinat de la personne, de l'homme, de l'avocat, du militant des droits humains, c'est l'assassinat du politique, c'est l'assassinat de l'engagement militant, c'est l'assassinat de la réconciliation. Souvenez-vous que son assassinat intervient après la réunion de Londres qui a regroupé 2 frères ennemis qui étaient Hussein Ait Ahmed et Ahmed Ben Bella, Rabbi yarhamhum. Et l'un des architectes justement de cette réunion qui a donné un sens très important à cette réunion, c'est-à-dire la construction politique, la construction aussi sur fond des droits fondamentaux, des libertés, des droits de la personne humaine, de 2 hommes politiques, de 2 historiques de la révolution algérienne qui étaient victimes du même régime, et pour Ait Ahmed qui était aussi victime de Ben Bella. Donc il a fallu créer ces ponts, cette transmission politique générationnelle pour arriver à une situation où il fallait, à partir de cette réunion, construire l'avenir politique du pays, construire les bases d'un état de droit à partir d'une symbolique très importante.
Donc voilà, à travers l'assassinat de Halim Sili, c'était un message pour l'opposition, c'était un message pour la diaspora, c'était un message très clair en direction de ce qui était voie discordante au régime algérien. Très bien. Restez avec nous, Maître Issa Rahmoun. J'espère qu'on a avec nous Lias Jubaili. Lias Jubaili, est-ce que vous m'entendez? C'est Lias bon, Jubaili? je vous entends très bien. Ah, très très bien, on vous entend très bien aussi. Lias Jubaili, donc même question, par l'assassinat de Halim Sili, qu'est-ce qu'on voulait faire passer comme message, d'après vous, 37 ans après, donc il y a eu cette commémoration, si on peut dire, hier à Paris, avec bien sûr la présence de son épouse, Halim Sili. Avant de vous donner la parole, on va juste vous faire passer cette petite vidéo donc, de Halim Sili, Rabbi Rahmou, et je reviens à vous juste après, Lias Jubaili. À Tizi Ouzou, en Algérie, la tension persistait aujourd'hui après les incidents violents des dernières 48 heures. Les journalistes ne sont pas admis à pénétrer en Kabylie, mais selon des témoins, la capitale de la Grande Kabylie est ce soir quadrillée par l'armée. À Alger, plusieurs centres universitaires sont en grève aujourd'hui, en signe de solidarité. À l'origine de cette agitation, les revendications de la minorité kabyle inquiètent des menaces que l'arabisation du pays fait peser sur la culture et sur la langue berbère. Le mouvement, au départ purement culturel, risque-t-il maintenant de s'étendre et de devenir politique? Ces événements se sont déjà étendus puisqu'il y a eu des motions de soutien qui ont été votées dans diverses universités de régions qu'on appelle arabophones, c'est-à-dire situées en dehors de la zone berbérophone de Kabylie, et notamment l'université d'Oran s'est solidarisée avec les étudiantes de Kabylie. Il y a eu des manifestations à Sidi Bel Abbès, en Oranie également. Il y a eu une manifestation à Batna. Vous voyez donc que le problème déjà prend une ampleur qui n'est pas régionale, mais qui tend à devenir nationale pour que les Algériens puissent exercer effectivement leur droit à l'autodétermination. Donc ça, c'était Halim Sili dans une interview. Lias Jubaili, qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc, de cet assassinat? On parle de l'assassinat de Halim Sili, mais aussi on peut parler aussi d'autres assassinats politiques en Algérie. La symbolique de ces assassinats politiques, Lias Jubaili. Alors tout d'abord, Nasser, l'assassinat politique en Algérie a 69 ans d'âge, pour être juste, c'est-à-dire 70 ans. L'assassinat politique en Algérie a commencé en 1955. On va dire 3 siècles de terreur, avant l'indépendance et après l'indépendance. Vous avez évoqué d'éminents chouhada qui ont été assassinés, comme Abben Ramadan, comme d'autres personnes. Moi, je rajouterais aussi Chihani Bachir, Abbas El-Gharour, aussi qui ont été assassinés avant l'indépendance. Et parce que la liste, elle n'est pas exhaustive, Nasser. La liste, elle est longue. Il y a Khmisti, il y a Mohamed Khider, il y a Karim Belkacem à Francfort en Allemagne. J'ai visité, quand j'étais en Allemagne, je voulais vraiment passer par cet hôtel, ce qu'on appelle l'Intercontinental, et voir là où a été assassiné quand même le grand révolutionnaire des Djebel. Et aussi Mohamed Abou Diaf, Allah yarhamou, Hachani, Abben Ramadan, je veux dire, Medghri. Oui, il faut évoquer des assassinats politiques. Mohamed Khider, Mohamed Cha'bani de Biskra. Je veux dire, la liste n'est pas exhaustive. C'est-à-dire que le crime politique, l'assassinat politique en Algérie est une norme pour ce régime. Le régime, au fait, il a utilisé l'assassinat politique comme une arme de guerre. C'est le seul programme qu'il a. Un programme, pour lui, politique sérieux, qui a su le perfectionner dans le temps. Et avec le temps, c'est pour abattre toute contestation politique, toute dissidence intellectuelle et toute contestation sociale. Donc c'est ça le régime. Donc le régime, il a 3/4, il a utilisé la terreur comme une arme de guerre contre son propre peuple. Il n'a pas d'autre programme. Donc pour revenir à André Halim Sili, Allah yarhamou, c'était un homme visionnaire parce qu'il avait une idée, il avait une vision qui était très projetée
sur l'autonomie individuelle, c'est-à-dire sur la conception de l'État multiculturel, que l'État doit s'articuler sur cet État multiculturel en prenant compte la pluralité pour construire une vision démocratique. Et ça n'a pas plu le régime. Aussi, il était un grand fédérateur, vous l'avez bien évoqué, Nasser. C'est lui qui était derrière la réconciliation entre deux hommes, Hussein Ait Ahmed et Ibn Bella, 85 à Londres. Mais au fait, ce qui a gêné le régime, parce que c'était fédérateur, il voulait vraiment, c'est-à-dire renforcer l'opposition face au régime. Il voulait une opposition démocratique face au régime qui n'avait autre solution que l'assassinat, la terreur et je veux dire, et l'humiliation de l'être. C'est-à-dire la torture et l'humiliation de l'être, ce sont des procédés sophistiqués d'asservissement de ce régime. Et c'est ça, et je tiens à lui rendre hommage, parce qu'hier j'étais au cimetière Père Lachaise. J'ai eu l'honneur d'interviewer sa femme. Sa femme, elle est d'une grande humanité. Les mots étaient justes, la justesse des mots. Elle voulait rendre hommage à son mari. Justice, il faut qu'elle soit rendue à son mari qui a été fauché 47 ans, fleur de l'âge, comme Abed Ramdan a 37 ans, et ainsi de suite. Donc tout ça, qui est derrière ça? Il faut savoir, Nasser, que l'État, le crime d'État a précédé l'État en Algérie. Ils ont deux longueurs d'avance sur la démocratie. Au fait, les crimes d'État ont emboîté le pas à l'État algérien. C'est-à-dire la norme, c'est le crime d'État utilisé comme norme par ce régime. Voilà. Très bien, restez avec nous, Elias Jubaili. Maître Aïssa Rahmoud, je vais revenir à vous. Avant de vous donner la parole, on va écouter donc ces déclarations de Ait Ahmed, Rabbi Rahmou. Il faut rappeler donc Ali Msili, Rabbi Rahmou aussi, était donc membre fondateur du FFS. On écoute Ait Ahmed et je reviens à mes invités juste après. En 1987, son compagnon d'armes Ali Messili est abattu à Paris. Un coup de la sûreté militaire algérienne, dénonce Ait Ahmed dans un livre qui vient de paraître. Un livre dans lequel il a mis beaucoup. Vous savez, j'aurais voulu que Messili soit avec moi dans ce moment difficile. J'ai écrit ce livre, donc, c'est un appel du cœur. Et en même temps, étant un animal politique, c'est aussi un acte politique. Je suis conscient que poser le problème, ça peut m'attirer des ennuis. Donc, en rentrant aujourd'hui en Algérie, vous prenez le risque que ceux qui ont tué Messili vous tuent aussi. Et vous savez, lorsque j'ai pris le maquis en 1945, vous pensez que je l'ai pris pour arriver au pouvoir ? Quand on se rappelle l'armature militaire, la puissance coloniale qu'il y avait, vous pensez que même potache lycéen, nous savions que nous allions au sacrifice. Alors moi j'ai eu la chance de vivre jusqu'à maintenant. Ait Ahmed rentre au pays mais ne désarme pas. Si c'était chez moi, au moins on aurait dit que j'apportais la baraka, la grande pluie. Maître Aïssa Rahmoud, Ait Ahmed parlait donc de cet assassinat politique, bien sûr. Comment peut-on faire le parallèle par rapport à la situation actuelle, Maître Aïssa Rahmoud? On parle des assassinats politiques physiquement, mais comment peut-on faire le parallèle par rapport à la situation politique? Est-ce qu'on peut utiliser le même mot, par exemple, assassinat politique, quand il s'agit des opposants politiques qui sont poursuivis en justice, harcelés par la justice algérienne parce qu'ils sont opposants, parce qu'ils sont contre la politique du pouvoir en place, des militants politiques, des militants des droits de l'homme. Maître Aïssa Rahmoud. Avant de répondre à la question, Sinassa, permettez-moi d'ajouter de l'eau à ton moulin, comme on dit. Ali Messili était aussi derrière la création du MCB, du mouvement culturel berbère. Pas que le FFS, le Front des forces socialistes, il n'était pas seulement compagnon d'Ait Ahmed, il était le compagnon de toutes les causes justes. Il était derrière la création de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, qui est dissoute actuellement par
des autorités algériennes. Il était l'avocat de Malik Bouskine, souvenez-vous. Même en France, il a étendu son champ d'intervention en faveur des droits de la personne humaine, avocat des minorités kurdes, avocat des Irakiens exilés en Europe et particulièrement en France. Il a participé à ce grand mouvement de culture des droits de la personne humaine dans le monde, particulièrement en France. Aujourd'hui, le parallèle que vous avez évoqué, Nasser, effectivement, on le retrouve, mais avec un peu de finesse. Parce qu'aujourd'hui, après l'assassinat d'Ali André Missili, le régime algérien, à travers ses services de sécurité, ce n'est pas que Aït Ahmed, Rabbi Rahmou, qui a évoqué la responsabilité directe des services de sécurité algériens, mais plusieurs témoins ont apporté leur contribution, leur témoignage, principalement celui de Hussein Aït Ahmed est édifiant. Aujourd'hui, les nouvelles pratiques, c'est l'assassinat du politique. Vous voyez comment qu'on a fait cette transformation, cette mutation de l'assassinat physique à un assassinat juridique, un assassinat législatif, un assassinat judiciaire et administratif à la fois. Aujourd'hui, la terreur est exercée en Algérie à travers les institutions de l'État. Quand on légifère des lois scélérates, que ce soit sur la loi sur les associations, sur les partis politiques, le régime électoral, sur les médias, sur le monde syndical, enfin toutes les lois organiques qui organisent une vie politique, une vie sociétale dans un état de droit. Donc il y a un terrorisme d'État qui s'est installé à travers une législation, à travers des pratiques de l'administration, à travers des pratiques des services de sécurité qui sont censés protéger les intérêts publics et privés d'un citoyen, qui sont censés protéger le territoire d'un pays, qui sont censés protéger les informations des institutions institutionnelles. Tout ça, on le retrouve aujourd'hui dans un magma de procédés, de procédures qui terrorisent l'activité politique, les militants politiques, les activistes associatifs de la société civile, les journalistes, les avocats, toutes les corporations confondues. On n'est pas sorti de la culture de la violence, on n'est pas sorti de la culture de l'hégémonie par la violence. La violence, ce n'est pas seulement le fait de tenir une matraque. La violence, c'est le fait, c'est ce que Ali Msili disait, que le degré suprême de la dictature, c'est le jour où le citoyen n'a pas confiance en son voisin, en son cousin, en son frère. C'est le degré suprême de la terreur. Et aujourd'hui, on vit cette situation. Les Algériennes et les Algériens, aujourd'hui, effectivement, n'ont pas accès au logement, n'ont pas accès aux soins, n'ont pas accès à l'éducation, n'ont pas accès aux droits fondamentaux, n'ont pas accès au droit d'avoir des droits. Alors là, qu'est-ce qu'on va dire du droit à l'autodétermination d'un peuple? Absolument. Restez avec nous, Maître Issa Rahmoud. Lies Jubaili, on revient un peu sur donc, ce que disait Ali Msili Rabbi Rahmou. Je l'ai cité bien sûr dans mon intro, dans mon introduction. Donc Ali Msili avait conscience donc des menaces qui pesaient sur lui, son combat pour la démocratie dérangé au plus haut sommet du pouvoir et son action en faveur du rassemblement de l'opposition faisait mal. Il écrivait donc « J'aurais pu mourir sous les balles des soldats de la colonisation, je meurs aujourd'hui sous les balles algériennes dans un pays que l'ironie de l'histoire a voulu que je connaisse après l'avoir combattu les armes à la main, je meurs sous les balles algériennes pour avoir aimé l'Algérie ». C'est des mots très forts, Lies Jubaili, mais aussi il faut rappeler que ces assassinats n'ont pas de couleur, n'ont pas d'idéologie, souvent sont liés donc à être opposants au régime, si on peut dire, Lies Jubaili. Le régime, il a utilisé les assassinats politiques comme arme de guerre
parce qu'il est omnubilé par son propre ancrage et son existence de prendre le pouvoir et de ne pas le restituer. C'est-à-dire, il n'y a pas de couleur. À partir du moment où tu veux toucher le pouvoir algérien, peu importe la couleur, que tu sois berbériste, islamiste, démocrate, communiste, trotskiste, sociodémocrate, n'importe, tu es abattu par ce régime. Parce que le régime, il a utilisé tu peux tout utiliser, tout toucher sauf le pouvoir. Le pouvoir est à lui. Il ne reconnaît pas son propre peuple finalement. Donc les assassinats politiques, la terreur, l'humiliation de l'être algérien fait partie de son pédigré, fait partie de son CV. L'élimination de André Ali Messili, pour le régime, il fallait l'écarter en l'assassinant. Mais justement, je voulais revenir sur une publication en arabe qui a été faite par Karim Tabou, qui c'est un ami que je considère un grand analyste politique. Kataba Karim Tabou Mansour ala Ali Messili. Lies Jubaili, on va vous montrer donc, puisque vous avez parlé du poste de Karim Tabou, on l'avait préparé, donc Karim Tabou, on peut même vous lire la version en français, c'est vrai qu'il y a deux versions en arabe et en français, bien sûr, c'est des mots forts, un des fondateurs, bien sûr, il a parlé des principes donc, politiques, mais aussi des engagements de Ali Messili. Et là, on est en train de voir le poste de Karim Tabou, bien sûr. Je vous laisse, je vous rends la parole, Lies Jubaili. Moi, je l'ai repris en arabe parce que, voilà, كتب كريم طابو منشور على علي مسيلي ومن بين ما يقول فيما يلي وهو صديق مقرب من أيت أحمد وعضو سابق في جهاز مخابرات جبهة التحرير الوطني انخرط في الكفاح المستهدف من أجل تحرير البلاد وغداة الاستقلال ندد بانحرافات الشمولية للسلطة. هل كانت سلطة ديمقراطية قبل الاستقلال؟ ما كانتش. C'est-à-dire aussi, avant l'indépendance, il faut reconnaître qu'il y avait aussi des assassinats politiques. Que Abben Ramadan il a été assassiné avant l'indépendance. Que Chehani Bachir a été assassiné avant l'indépendance. Que Abbas Karoui a été assassiné avant l'indépendance. Que certains commandants dont j'ai oublié les noms ont été assassinés avant l'indépendance. Il y avait un règlement, il y avait des assassinats politiques avant l'indépendance. Donc forcément, c'est-à-dire c'est une continuité et l'instauration d'une arme de guerre avant l'indépendance et après l'indépendance. On est dans la continuité. C'est ça la remarque que je voulais faire, c'est-à-dire on est dans la continuité. Et pour revenir à André Ali Messili, c'est que lui, quand il a écrit pour le FFS en 79, moi j'ai lu, il avait une vision démocratique, ultra démocratique. Il avait une vision, peut-être, le projet qu'il a fait, c'était pour le compte du FFS, mais quand vous le généralisez à travers le pays, il parlait de la pluralité, il parlait d'un État multiculturel, il poussait l'État à ancrer ses bases sur cet État pour construire un État de droit. Et ça n'arrange pas le régime, ça n'arrange pas le régime. Et en plus, c'était un grand fédérateur, un rassembleur. Il avait le souci du détail. Tout simplement, quand il a évoqué Abbas, quand il a évoqué des étudiants oranais, des étudiants de Batna qui apportaient leur soutien aux étudiants, aux étudiants à Tizi Ouzou, c'est pour se désaligner de la question régionale. C'est une question nationale. La démocratie est une question nationale, est un droit pour tout le peuple algérien. Donc il voulait faire généraliser cette démocratie, cette revendication qui doit être nationale. Et quand elle devient nationale, le régime, il est intraitable. Et c'est ça, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il a été assassiné pour l'écarter définitivement, pour écarter cette très belle voie démocratique qui aurait pu être un phare pour notre démocratie et surtout pour émerger, Nasser, pour émerger des forces démocratiques dont le pays a cruellement besoin. Restez avec nous, Lies Jubaili. On a été rejoint par le docteur Mohamed Lamine Chibane, médecin militant politique donc depuis Chorfa, El Bouira, par téléphone. Docteur Mohamed Lamine Chibane, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, docteur.
مرحبا بك سلام أخي ناصر et mes salutations à tes respectables invités. Heureux d'être parmi vous et je salue toutes celles et tous ceux qui aspirent à la dignité. Et permettez-moi de m'incliner encore une fois devant les odieux crimes des néo-nazis de Tel Aviv. Une pensée à ces martyrs de Gaza qui avoisinent les 33 000 morts. Je voudrais commencer par une citation de Che Guevara. Il disait « On commence à mourir quand on commence à garder le silence face à l'injustice. » Et Émile Zola disait « Une société n'est forte que lorsqu'elle met la vérité sous la grande lumière du soleil. » Alors, pour revenir à votre question, si Nasser, concernant ces assassinats politiques, je voudrais d'abord vous rappeler ce que disait le grand Aït Ahmed Hussein. Il disait « Je ne vais pas cautionner leurs crimes et la politique du fait accompli. » Aït Ahmed qui, à 30 ans, il avait ouvert le bureau du FLN à New York et qui malheureusement par certains cercles éradicateurs des années 90, le traité le traité du résident du lac Léman. Karim Belkaceb, le lion des Jebel, il disait « Nous sommes en face d'un système de police parallèle et de clans. » Et malheureusement, il a été condamné par Boumediene. Et une année après sa condamnation à mort, son exécution a eu lieu, comme l'a si bien dit Siliès Jbeili à Francfort, étranglé. Qui a pris les armes en 47, Monsieur Karim Belkacem. Mais vous avez cité tout à l'heure, Monsieur Nasser, vous avez cité des personnalités politiques, mais il y en a d'autres, comme l'a si bien dit Siliès Jbeili. Le colonel Saïd Abid. Le colonel Saïd Abid qui a participé au coup d'État avec Tahar Zbiri contre Boumediene. Quand il est venu avec ses chars, et il a été donc bombardé par les MiG russes en 67, et puis juste après, on a appris le suicide, entre guillemets, du colonel Saïd Abid. Et je voudrais aussi qu'on connaisse effectivement la mort qui reste suspecte du colonel Ali Tonsi, le patron de la DGSN. Et puis aussi, sans oublier, vous avez cité des noms, Jbeili a parlé de Medagri, je peux aller encore plus loin. L'ex-ministre de l'Intérieur Mohamed Harbi, l'ex-ministre de l'Intérieur Abou Bakr Belkaïd, sans oublier les grands intellectuels, Gilal Iliebs, Mohamed Boukhadza, une mort suspecte, le recteur Benzerou, et la liste est encore longue, et sincèrement, malheureusement, et puis aussi ne pas oublier le patron de l'UGTA, Abdelhak Ben Hamouda. Quand il a été assassiné, ses dernières paroles, c'était quoi, Abdelhak Ben Hamouda? Khad'ouni. Il disait Khad'ouni. Donc, à vous de comprendre de qui il parle, de Khad'ouni. Écoutez, c'est Nasser. Quand l'argent parle, la vérité se tait. Malheureusement, on se tait maintenant devant ces assassinats. Et le courage, c'est de rechercher la vérité, justement, comme vous le faites. C'est bien au niveau de Magharibiya et la dire justement. Ça, c'était les paroles de Jean Jaurès. Alors on s'incline devant Ali Missili, qui est un grand avocat, un grand militant des droits de l'homme, qui a voulu justement rétablir la confiance entre Ahmed Ben Bella, qui était opposant à Hussein Aït Ahmed, mais on ne voulait pas justement. On ne voulait pas cette opposition. Oui. Docteur Smahli, je vous ai coupé la parole parce que je voulais juste rebondir par rapport donc à Maître Ali Msili Rabbi Yarhamou dans ce qu'il avait déclaré. Donc il était partisan de l'alternative démocratique au régime de dictateur. Il a œuvré avec finesse à faire transcender les chefs politiques de l'opposition des calculs et des faux clivages idéologiques. Il disait que face à la dictature, nous avons besoin d'unir nos forces, non pas sur les dogmes et les considérations idéologiques, mais sur les impératifs démocratiques et les nécessaires alternative à la dictature du pouvoir et aux catastrophes qui en découleront. Est-ce que vous pensez qu'on est dans cette situation? C'est des mots d'actualité, docteur Mohamed Lamine Chiban? C'est Ali Messili. Mais bien sûr, c'est Nasser. Ali Messili, vraiment, il a anticipé tout cela.
revenons à notre Hirak, à notre cher Hirak. Des laïcs, des islamistes, des nationalistes, alors que, en principe, quand on dit laïc, il est nationaliste, l'islamiste, il est nationaliste, mais il y avait tout le monde. Mais malheureusement, on a cassé ce Hirak, parce que pour la première fois, il y a eu cette union. Du temps de Bouteflika et de Bourieff et de Zawel, on a voulu casser. Rappelez-vous le contrat de Rome, le contrat de Saint-Égidio, où il y avait Mehri, Ait Ahmed, Ben Bella, des grandes personnalités. D'abord par un ministre actuellement, un non-événement. Tu parles de non-événement face à une rencontre de personnalités de cette stature que Ait Ahmed ou Ben Bella ou Mehri ou Ali Yahya Abdel Nour. Et puis, en plus, on a lâché le peuple, la populace, pour dire Khawana Mujrimin. Mais malheureusement, un homme meurt lorsqu'il refuse de prendre position pour ce qui est vrai. Ça, c'était Martin Luther King qui le disait. Et malheureusement, il faudrait, le jour où on aura une justice libre et indépendante, qui est la pièce maîtresse de tout départ vers une démocratie. À ce moment-là, on saura la vérité sur la mort de ces personnalités politiques. Malheureusement, ne pas oublier aussi, il n'y a pas que les assassinats politiques, c'est Nasser. Et puis les disparus, c'est des assassinats pour moi. Bouchechi le disait, Maître Bouchechi, d'ailleurs on l'entend plus, Maître Bouchechi, il disait l'Algérie est le deuxième pays au monde qui a connu plus de 10 000 citoyens qui sont disparus, alors que l'on parle de 20 000, ce n'est pas de 25 000. Alors, sans oublier les disparus, et puis ceux qui ont été mis en résidence surveillée, n'oubliez pas le manifeste de Farhat Abbas ou Ben Khadda, deux ex-présidents du GPRA, pas des moindres, yani. Et puis, en plus de Cheikh Mohamed Khirdine, qui était pratiquement le successeur de Cheikh Bachir Ibrahim, et puis Jamiat Ulama, et de le grand Hussein Lahwal. Quand ils ont écrit un manifeste mettre fin au système totalitaire, ils disaient d'établir des libertés d'expression et de pensée. Que répond l'APS, l'agence presse-service, élément réactionnaire agissant pour le compte de l'étranger. Ya lil asaf, إذا فرحات عباس وبن خدة أصبح يعني des éléments agissant pour le Ben Khadda, éléments agissant pour le compte de l'étranger. Voilà où on est. C'est du déjà vu, docteur, quand on voit les dépêches de l'APS, surtout en ce moment. Absolument. Ça se répète, Sinas. Ça se répète, yani, en traitant Ben Khadda ou Farhat Abbas d'éléments réactionnaires, parce qu'ils ont osé dire à Boumediene, au système totalitaire de l'époque, ça suffit. On ne veut pas la guerre avec le Sahara, on ne veut pas la guerre avec le Maroc, on ne veut pas de ce socialisme marxiste qui nous mène droit au mur. Voilà où on est la situation. Ils ont été mis en résidence surveillée. Non seulement cela, on leur a confisqué leurs biens. Que vous vous imaginez, on confisque la pharmacie de Ben Khadda fi Hidra et on confisque et on bloque la paye de Hussein Lahwal. Et Khirdine, malgré ils ont nationalisé l'usine de son fils. يعني. شوف هذاك الرد الفعل تاع النظام totalitaire, ce régime despotique des années 70. Voilà où on est, la situation. Mais comment peut-on faire le parallèle, docteur? Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps et je vous remercie beaucoup d'avoir accepté donc de participer dans cette émission. Comment peut-on faire le parallèle, docteur, par rapport à la situation actuelle? Quand on voit des chefs de parti, des hommes politiques d'opposition réels, si on peut l'appeler ainsi, ceux qui sont donc impliqués, engagés avec le Hirak, poursuivis en justice, harcelés, même des militants des droits de l'homme. On voit des avocats qui ils sont obligés de s'exiler. On a avec nous, par exemple, aujourd'hui, dans cette émission, Maître Issa Rahmoun. Est-ce qu'on peut parler d'une autre forme d'assassinat politique? C'est tout à fait juste. Une autre forme. Maître Issa Rahmoun, il serait en prison. كان يعاني كما راهو يعاني الان لو غران كريم تابو شاك سيمين يروح يسيني يعني. et puis فضيل بوماله وراه سعد بوعقبه وراه
et j'en passe, Dr Ahmed Ben Mohamed, qui est un parti islamique, et j'en passe. Alors là, n'oubliez pas, Cheikh Ali Belhaj, ما عنده الحق لا يخرج لا يتنفس لا يصلي. Écoutez, c'est Nasser. Quiconque a le pouvoir de se faire entendre a le devoir de parler. Ça, c'est Peter. Mais la liberté n'a aucun sens lorsque le droit d'exprimer ses pensées et ses opinions n'existe plus. De quelle liberté? Nous sommes à 6 mois des élections présidentielles. De quelle liberté vous parlez? Comment allons-nous vers des élections présidentielles alors que le peuple est muselé, les intellectuels, les militants sont harcelés, sans oublier les opposants comme les écrivains, les auteurs, enfin ils sont plusieurs, mais il faut de la peine en plein mois de Ramadan. وتفطر وعلى بالك باللي كاينين وحايد qui ont osé te dire non, qui ont osé dire non, qui ont osé donner une autre opinion. Et les détenus opinion, politiques aussi, les détenus d'opinion. Je parle de ces détenus justement. Je parle de ces détenus qui sont en prison. Libérez ces gens, libérez-les. Après رجعوهم à leur famille et d'ouvrir de tourner la page et d'aller vers des urnes transparentes. Regardez l'exemple du Sénégal. Prenez l'exemple du Sénégal. Voilà ce que je peux dire, sénateur. Merci pour l'invitation. Docteur Mohamed Lamine Chibane. Barakallahu fik. Je rappelle, vous êtes médecin militant politique. Vous êtes avec nous depuis Chorfa. Anam, docteur. Mes salutations. Mes salutations à Elias Jubaili et à Issa Rahmoun. Voilà. صحفتكم merci beaucoup. Shukran, docteur. On revient vers Maître Issa Rahmoun. Maître Issa Rahmoun, puisqu'on a docteur Mohamed Lamine Chibane a parlé des détenus politiques, on a vu votre organisation parmi d'autres organisations appelées donc à la libération des détenus en Algérie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport donc à cette initiative, Maître Issa Rahmoun, quand on parle de la situation que vit notre pays? Bien sûr, sur le plan des droits de l'homme, sur le plan politique aussi, on est à 5 mois de cette élection présidentielle anticipée et pour l'instant, aucune activité politique si on... Maître Issa. Écoutez, pour ma part, je salue au passage le professeur Chibane, Elias Jubaili, le camarade Elias, qui sont avec moi. Elias avait dit quelque chose d'important. Il disait que des militants, durant la guerre de libération nationale, luttaient pour l'indépendance du pays. L'indépendance du pays, que ce soit le territoire et l'humain, qui est au cœur de toute évolution et révolution sociale. Pendant ce temps, les sorciers et les prédateurs politiques construisaient déjà la dépendance du pays, que ce soit le territoire, ses richesses, et de l'humain. Donc il y a cette guerre, il y a cette dialectique qui s'est installée déjà pendant la révolution algérienne, entre indépendance, libération du territoire, de l'humain, du citoyen, et la dépendance du territoire et de l'humain. L'humain qui est au cœur de toute évolution sociale. Aujourd'hui, on est dans une autre configuration j'aimerais rebondir sur votre question, Sinassar, que vous avez posée à M. Chibane, sur ce cortège d'assassinats politiques. Ces leçons de l'histoire qu'on n'a pas retenues. Ces accidents, pas des accidents, c'est des réalités de l'histoire algérienne qu'on n'a pas compris, autant que, pas pour ma génération, on est responsable aussi, mais pour les générations qui nous ont précédés. Aujourd'hui, personne n'a compris, en fin de compte, y compris nous, activistes, militants associatifs de la société civile, impliqués dans le débat national, impliqués dans les processus de transformation. On n'a pas compris, en fin de compte, que le régime s'est maintenu. C'est parce qu'on n'avait pas pris les bonnes leçons de l'histoire, qu'effectivement, le syndicaliste, le militant de l'extrême gauche, le militant de la droite, de la social-démocratie, l'islamiste, le berbériste,
l'avocat, tout le monde. Pour le régime, ils nous considèrent tous comme la France coloniale des Khlaras, des indigènes. Et là, Maître Issa Rahmoun, pardon, je vais vous laisser. Je sais que vous vous êtes lancé sur vos idées, mais c'est quelque chose qui m'a interpellé en faisant donc j'ai préparé cette émission par rapport donc à la vie de Halim Sili, et ce qu'il disait vraiment m'a interpellé face à la dictature. Et là je le cite: face à la dictature, nous avons besoin d'unir nos forces, non pas sur les dogmes et les considérations idéologiques, mais sur les impératifs démocratiques et la nécessaire alternative à la dictature du pouvoir et aux catastrophes qui en découleront. C'est ce que vous êtes en train de dire, Maître Issa. Pour résumer, du temps où la philosophie était l'essor des années de lumière en Europe, Goethe, un philosophe allemand, a dû recourir à la poésie. Il a abandonné ce qui était très cher pour lui, c'est le récit philosophique. Interviewé par des Allemands en lui disant « Pourquoi vous avez abandonné la philosophie ?» Il a dit je trouve que je suis incompris. Donc j'ai eu recours à la poésie. Peut-être que ça va éveiller vos consciences. Pour faire un parallèle, Lounis Saïd Menglat a dit quelque chose de très important. Il a dit c'est-à-dire en fin de compte qu'aujourd'hui l'élite politique et sociale, les artistes, les écrivains, les journalistes, nous autres les militants de base, les activistes, des fois on cherche la porte sans avoir la clé. On réfléchit on a ce fantasme de courir dans les champs au printemps. On oublie que nos pieds glissent dans le verglas. Et c'est à peu près cette caricature, cette conception de la poésie qui doit interpeller aujourd'hui l'élite sociale et politique en disant qu'on ne peut pas gouverner, on ne peut pas prendre le pouvoir sans avoir les mécanismes, les ressorts organiques, les textes nécessaires, le débat important, une justice indépendante pour garantir justement une ambiance politique, une construction politique, économique, sociétale à la fois, et culturelle aussi. Donc si on n'a pas les ressorts, si on n'a pas les mécanismes, ces balises institutionnelles, ces balises organiques, ces balises législatives, ces balises éthiques et morales qui mettent dans le cœur de toute action l'épanouissement du citoyen en individuel et de la collectivité en général, on ne peut pas gouverner. Impossible qu'une transition va avoir lieu en Algérie s'il n'y a pas l'implication de l'élite militaire, de l'élite politique, de l'élite sociétale, de la société civile, des élites corporatistes. Donc c'est un contrat, un nouveau contrat qui doit s'imposer aux Algériens. Bien sûr, le point de départ, c'est qu'il faut dire on est tous victimes devant ce régime, à nous de construire quelque chose de sérieux. Très bien, très bien. Maître Issa Rahmoun, Lias Dbaili, votre réaction par rapport à ce qui a été dit par Maître Issa Rahmoun, c'est une réflexion, et beaucoup qui suivent ce qui se passe en Algérie posent cette question. Certes que la situation, elle est critique, la situation elle est grave. On parle d'élections présidentielles anticipées alors qu'il n'y a aucun débat. On parle donc d'un champ politique paralysé. Est-ce que, bien sûr, on peut dire aussi que c'est un assassinat politique aussi, entre guillemets, Lias Dbaili. Et là se pose la question aussi du rôle de l'élite, du rôle des partis d'opposition, donc qui sont liés, si on peut dire, au combat du Hirak. Lias Dbaili. Rapidement, je vais essayer de faire un petit parallèle qui n'a rien à voir, mais quand même, il faut insister, parce que c'est une réalité. On doit prendre exemple sur les révolutions, sur certaines révolutions qui ont abouti. Et surtout, peut-être, en habitant en France, la Révolution française a abouti. Il faut savoir que la Révolution française, c'est une révolution fiscale, fiscale, et a été prise par les élites.
L'élite, c'était des avocats, c'était des notables qui, contre la monarchie, contre la royauté, contre les héritiers, ils étaient à côté du peuple, le peuple paysan français, pour changer et pour abattre cette royauté et pour construire une république qui, je veux dire, qui est égalitaire. C'est ça. Donc, revenons à l'Algérie. Vous avez un régime qui ne va pas bouger. Le régime on va continuer à contester. Jusqu'à quand qu'on va contester? Nidam Choumouli, Nidam ceci, Nidam dictatori. Mais il faut faire quoi? Le régime, il ne va pas bouger, mes chers amis. Nidam, il ne va pas bouger. C'est quoi maintenant? C'est le rôle de l'élite. Quand je dis le rôle de l'élite, c'est le rôle aussi de l'opposition. Elle n'a qu'à travailler ensemble, se mettre ensemble et de mettre de côté leur idéologie et de travailler, de mettre en place une plateforme commune, manifeste. L'opposition doit se mettre. On voit une opposition qui est complètement à couteau tiré. On ne voit pas, c'est-à-dire on voit des initiatives individuelles qu'on salue, mais il faut, face à ce régime qui ne veut pas bouger, qui ne va pas bouger, il faut. D'ailleurs, j'ai lu un livre de Riposte Internationale, j'ai lu une intervention de Youssef Zirem, journaliste que vous connaissez. Franchement, qu'est-ce qu'il a dit? Tous les opposants intègres, qui ne sont pas liés à la police politique, doivent se rassembler sur toute tendance confondue, sans ce rassemblement, le régime demeurera à vie. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le travail. Maintenant, on n'est plus dans la phase de contestation, on est dans une phase qu'on appelle d'exigence, où l'exigence, il faut que l'opposition commence à travailler ensemble. Je veux dire l'opposition à l'intérieur du pays. C'est compliqué. Tu es à l'étranger, sur un fauteuil, tu as le Maghrébin et tu... Non, c'est le travail qui est pour aboutir. La valeur, le travail est une vertu. Il faut que l'opposition, l'élite doit aider le peuple. Le peuple. Khalina Elias, on va finir avec une touche d'espoir. Non, c'est l'espoir, mais quand même, il y a un discours de vérité, Tani. Je vais vous laisser parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Il vient juste de me dire à l'oreillette, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va essayer de la finir avec une question. Est-ce qu'il y a l'espoir quand on est en train de parler aujourd'hui des assassinats politiques. Il y a eu des sacrifices dans cette Algérie et jusqu'à maintenant, il faut dire que la situation est difficile, malgré tous les sacrifices qu'on a connus d'avant la guerre ou après l'indépendance. Est-ce qu'on peut parler d'espoir? Est-ce qu'il y a un espoir que les choses changeront en Algérie et qu'on arrivera donc à tourner la page de cette ère de répression, de dictature, d'un régime, si on peut dire, répressif? Est-ce qu'on peut avoir un espoir, d'après vous, Elias Jubail? L'espoir fait vivre, c'est normal. Le régime ne va pas rester. Tôt ou tard, ce régime va s'éclipser, va quitter la part sociale. On me dit pourquoi, pour affronter le régime, il faut regagner le rapport de force. On n'est pas obligé d'avoir un rapport de force. L'usure, la l'azur, le régime ne peut pas tenir parce que l'usure est un élément intrinsèque naturel. Il ne peut pas tenir un peuple contre sa propre volonté. La parole, le peuple, c'est fini, c'est irréversible, c'est irrévocable. Le peuple algérien, dans toute sa diversité, dans toute sa pluralité, veut le changement pour ce pays. Le pays, il est temps de changer le pays. Il est temps pour construire un pays pour tous les Algériens, toutes tendances confondues. C'est la réalité, l'espoir vit, heureusement qu'on a les pieds sur terre. Voilà. Maître Issa Rahmoun, je vais revenir vers vous. Le mot de la fin, Elias Jubaili, donc vous l'avez entendu, très rapidement, ceux qui suivent la situation en Algérie vous diront qu'il faut sauver l'Algérie. Par rapport à la situation que nous vivons, est-ce qu'il y a un espoir donc, l'espoir, est-ce qu'il est permis donc pour sauver cette Algérie, Maître Issa Rahmoun? Écoutez, avant le Hirak, le 22 février 2019, personne n'avait dit que
le peuple allait descendre dans la rue et puis avoir des slogans, une feuille de route populaire aussi importante que l'événement Hirak, avec son intensité, son pacifisme, son unité. Personne n'avait prédit ça et personne n'avait pensé à ça. Aujourd'hui, le Hirak, il est en gestation. Il est en gestation dans le sens où les Algériens discutent, qu'on le veuille ou non. Vous voyez, l'humour algérien est très important dans les discours du chef de l'État, dans tout ce qui se fait comme décision institutionnelle en Algérie. On renverse ça, on retourne ça avec beaucoup d'humour, beaucoup d'hérésie par rapport à ce qui se passe. Là, c'est une conscience politique populaire, c'est un éveil qui est là ancré. Bien sûr, aujourd'hui, les nouvelles générations, les nouvelles vagues arrivantes, avec leur connexion avec ce petit village mondial, c'est devenu un petit village. Sûrement, l'espoir, il est là, à la seule condition, à la seule et unique condition, c'est l'ego. On doit enlever dans nos pratiques de coopération, de travail ensemble, ces aspects d'ego, cet égoïsme qui ronge dévastatrice de la construction politique. C'est très sentimentaliste, vous allez me dire que c'est très sentimentaliste, il n'y a pas d'aspect pratique, d'organisation, etc. Mais c'est le début de quelque chose. Comme disait le compagnon de Alim Sili, pour finir sur cette touche, merci beaucoup, Maître Issa Rahboun. Merci. Avocat, vice-président de la FID, la Fédération algérienne, Fédération internationale des droits humains. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci, grand merci à notre ami Nias Jubaili, ingénieur économiste, militant politique. Vous étiez avec nous aussi depuis Paris via Skype. Merci aussi à Dr Mohamed Lamine Chiban, médecin militant politique. Il était avec nous depuis Sharfa, le Bouira. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à Saha Ftorkum.